franceinter.com. On l'appelait l'homme aux orchidées, parce qu'il cultivait ses fleurs exotiques avec passion et une telle patience qu'il remportait régulièrement des concours dans les salons spécialisés. Et ceux qui voyaient cet échalas voûté et distingué déambuler dans les couloirs de la CIA le surnommaient le fantôme gris. Ajoutons que c'était aussi un excellent pêcheur de truites qui capturait lui-même ses mouches. Bref, vous l'avez compris, James Jesus Angleton était un type curieux, intrigant, un vrai personnage de roman. Et il y avait longtemps que je voulais demander à M. X ce qu'il pensait de cet homme qui a peut-être été le plus grand chasseur de taupes soviétiques de l'histoire de la CIA. Peut-être, oui. Car aujourd'hui, on a des doutes. Et si ce chef du contre-espionnage américain, qui voyait des espions partout, avait lui-même été une taupe, un agent double, chargé de mettre la pagaille dans les services secrets occidentaux en les déstabilisant, en faisant révoquer les meilleurs éléments et en instillant en permanence le doute. La question n'est toujours pas résolue. Angleton a lui-même été chassé de la CIA dans les années 70 et ce personnage légendaire est mort quelque temps après. Mais son ombre demeure. Et avec elle, cette interrogation sur le véritable rôle qu'a joué ce personnage dans l'histoire de l'espionnage pendant la guerre froide. Une affaire qui nous concerne, nous aussi, Français, car Angleton est à l'origine de la plus grande tentative de déstabilisation de nos services de renseignement. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le contre-espionnage est un métier qui peut rendre fou. Carrément. Ah oui, j'exagère à peine. Quand on travaille dans un tel service, on est enclin à soupçonner tout le monde. Son collègue de bureau, son ami, pourquoi pas son conjoint. Alors vous êtes en train de me dire là que ce James Angleton était fou. Pourquoi pas? Ah bon? Ce type était obsédé. Il n'avait confiance en personne. Il suffisait de le contredire pour qu'il vous accuse d'être un agent soviétique. C'était particulièrement inquiétant car Angleton était quand même le chef du service de contre-espionnage de la CIA. Et à ce titre, il avait un pouvoir immense. Le pouvoir de faire des dégâts, si je vous comprends bien. Oui, parfaitement. Et chez nous, par exemple, il a durablement perturbé le SDEC et brisé la carrière de quelques hommes honorables. D'accord, mais je pense que vous allez raconter ça en détail. Mais un mot d'abord quand même sur ce James Angleton. D'où venait-il? Angleton est né à la fin de la Première Guerre mondiale. Son père avait combattu sous les ordres du général Pershing. En Europe? Non, au Mexique. Il avait participé à la traque du célèbre révolutionnaire Pancho Villa. C'est d'ailleurs au Mexique qu'Angleton père avait rencontré sa future épouse. Ensuite, il a fait carrière dans le civil au sein d'une compagnie de caisses enregistreuses. Et il a représenté cette société en Italie. L'Italie de Mussolini, hein? Oui, c'est là que le jeune Angleton a grandi. Ça l'a marqué? Sans aucun doute. D'autant que son père était un fervent admirateur du Duce. Ensuite, le jeune homme a fait ses études à Yale, puis à Harvard. Féru de poésie, il s'est alors lié avec Ezra Pound. Grand poète, mais antisémite notoire. Et sympathisant fasciste. Et vous l'avez deviné, Angleton n'était pas naturellement porté vers le progressisme, bien au contraire. J'ajoute que le fait que sa mère soit mexicaine a dû jouer un grand rôle dans sa psychologie. Expliquez-moi. À l'université, on ne s'est pas gêné pour lui faire sentir qu'il était une sorte de bâtard, un sang mêlé, comme on disait alors. Et ça l'a marqué. Complexé. Je le pense, oui. Mais enfin, allons vite. La guerre arrive, Angleton, qui a fini ses études de droit, postule pour entrer dans les services de renseignement. La CIA n'existe pas encore. Hein. Non, c'est l'OSS, un service créé de toutes pièces quand les États-Unis vont s'engager dans la guerre. Et pour former ces agents, les Américains demandent l'aide des Britanniques qui ont une longue expérience dans ce domaine. C'est ainsi que James Angleton va faire la rencontre la plus importante de sa vie d'espion. Qui? Kim Philby. L'agent double britannique. Et lui-même, Philby, sur qui ne pèse encore aucun soupçon, est alors considéré comme l'un des as de l'intelligence service. Et c'est lui qui va initier Angleton au mystère de l'espionnage. Je voulais dire les techniques. Bien sûr, plaisantais. Encore que, sur bien des points, l'espionnage présente beaucoup d'aspects mystérieux, mais enfin, passons. Avec Philby, Angleton se trouve en face d'un vrai maître. Et les deux hommes sympathisent. Philby,
nous en avons déjà parlé, souvenez-vous, est un type très séduisant, très intelligent, très cultivé aussi, exactement le genre de personnage auquel le jeune Angleton voudrait ressembler. Oui, je pose tout de suite une question là. Est-ce que Philby, qui travaille depuis longtemps pour les soviétiques, depuis les années 30, ne va pas être tenté d'enrôler le jeune Angleton? C'est en effet ce qu'on peut se demander, surtout quand on connaît la suite. Mais je vais vous donner mon sentiment. À l'époque, Angleton n'était qu'un débutant. Il ne présentait pas un réel intérêt pour Philby et les services soviétiques. Oui, peut-être, mais enfin, dans l'avenir... Non, franchement, il était plus intéressant pour Philby de nouer de très bonnes relations avec ce jeune homme prometteur. En outre, n'oubliez pas que politiquement, Angleton était très anticommuniste. C'est aussi ce que prétendait être Philby. Oui, vous avez raison. Et ça doit plaire à Angleton. En tout cas, le jeune homme apprend vite. Il a manifestement des dons pour le métier. Et c'est la partie la plus difficile, la plus ambiguë qui le passionne. Le contre-espionnage. Oui, Angleton possède toutes les qualités nécessaires. Il est curieux, énergique, intelligent, sceptique. Et il est fasciné par ce qu'il peut y avoir de tortueux dans l'âme humaine. Enfin, il y a du chasseur chez lui. Sans doute une certaine perversité, non? Sans aucun doute. Angleton, qui était ambitieux, imaginait de faire de son métier une sorte d'art ou de science, comme vous voudrez. Le Torquemada du contre-espionnage. Oui, c'est un peu ça. Car c'était aussi un ascète, complètement possédé par son métier de spy catcher, comme on dit en anglais. Chasseur d'espions. C'est quand même assez extraordinaire de penser que ce chasseur de taupes ait été formé par un homme qui était lui-même une taupe, un agent double. Oui. Mais il était à bonne école, si je puis dire. Philby, et pour cause, connaissait toutes les ficelles. Et comment la carrière d'Angleton commence-t-elle? C'est en tant que lieutenant qu'il rejoint les forces alliées en Italie. Lieutenant de l'OSS. Oui, et déjà chargé du contre-espionnage. Mais c'est dès la fin de la guerre que James Angleton va donner la mesure de son talent. Comme vous le savez, la guerre froide est déjà en gestation. Et l'activité des services occidentaux est aussitôt dirigée vers l'Est, où se trouve l'ennemi de demain. Or, dans cette lutte qui se prépare, l'Italie occupe une place de choix. À cause de sa situation géographique. Pas seulement. Mais c'est vrai qu'elle a une frontière avec un pays communiste, la Yougoslavie de Tito. D'autre part, au nord, il y a l'Autriche, où existe une zone occupée par les soviétiques. L'Autriche qui est alors un vrai nid d'espions. Exact. Mais en Italie, il existe aussi un parti communiste très puissant. Peut-être plus puissant que le parti français. Et pour Washington, c'est très préoccupant. Angleton va donc avoir une activité importante. D'une part, en tant que représentant des services américains, il mène des actions visant à infiltrer les services étrangers. Les services de renseignement de l'Est. Pas seulement. Il s'attache aussi à recruter des informateurs chez les Occidentaux. Le SIS italien, par exemple. Et à ce titre, il a joué un rôle important dans la création de ces réseaux. Les réseaux Gladio, dont nous avons parlé si souvent. Oui, les réseaux anticommunistes, il faut le rappeler. Oui, et Angleton y a engagé des types qui avaient appartenu au service secret de Mussolini, Lovra, de sinistre mémoire. De la même façon, il participe à la propagande anticommuniste en finançant des journaux, des syndicats, le Parti socialiste et surtout, bien évidemment, le Parti démocrate chrétien. Angleton avait d'ailleurs un très bon correspondant au Vatican, Monseigneur Montini. Le futur Paul VI. Oui, et vous imaginez bien que le Saint-Siège n'avait pas très envie de voir les communistes italiens s'emparer du pouvoir. Il était donc favorable aux initiatives américaines qui étaient souvent sonnantes et trébuchantes. Mais il y a plus grave. Angleton a été aussi au cœur des réseaux Ratlines. Vous savez ce dont il s'agit. Oui, les réseaux chargés d'exfiltrer les anciens nazis, je crois. C'est ça. Toujours dans la perspective de la guerre froide, les Américains, mais pas seulement eux, avaient décidé de récupérer des éléments nazis qui pourraient leur être utiles. Des spécialistes du renseignement ou de la lutte anticommuniste, par exemple. Des Barbies, en somme. C'est tout à fait juste. Ces filières d'évasion passaient pour la plupart par l'Italie via l'Autriche. Et malheureusement, d'éminents ecclésiastiques ont participé à ces opérations clandestines et pas très morales. Ce qu'on a appelé le réseau des couvents. Oui. Les nazis passaient de couvent en couvent et, sous une fausse identité, ils prenaient ensuite le chemin de l'Amérique du Sud. Dans toutes ces activités, James Angleton a excellé. À Washington, ses chefs le considéraient comme un de leurs meilleurs agents à l'étranger, ce qui n'a pas manqué de flatter sa vanité qui n'était pas mince. Et tout naturellement, lorsqu'il est rentré aux États-Unis en 1949, on lui a proposé un poste important au sein de la CIA qui avait été créé 2 ans plus tôt. Quel poste, là ? Angleton a été chargé d'animer l'OSSO, l'Office des opérations spéciales de la CIA. Mais il a été aussi décidé de lui confier les relations avec les services de renseignement alliés,
Une aubaine pour Angleton qui, à cette occasion, va revoir son maître, Kim Philby, devenu le chef adjoint du contre-espionnage britannique. Patrick Pénaud. Sur les activités de James Angleton en Italie, j'ai consulté le livre de Broso Gentile, L'affaire Gladio, publié en France chez Albin Michel. J'y lis ceci. Sur fond de filière vaticane, les services américains disposent à Rome d'un correspondant de valeur, James Jesus Angleton. À la tête du Strategic Service Unit de l'OSS, un service en phase avec la droite italienne, il est un secret partisan de la faction archi-conservatrice du département d'État et entretient d'excellentes relations avec le service de renseignement du Vatican dans le cadre d'une unité anglo-américaine de contre-espionnage, cabinet de recrutement de la reconversion nazie. Alors que le Saint-Père, pressé par Monseigneur Montini, n'a pas encore décidé de soutenir secrètement le Parti démocrate chrétien, Angleton a déjà commencé à collaborer activement avec les anticommunistes du Vatican. En 1948, il est le fidèle allié financier et logistique de son ami, le leader démocrate chrétien Alcide de Gasperi, lieutenant du Vatican dans la gestion du repentir nazi. 2 ans auparavant, il a injecté une dose importante de dollars dans le circuit financier de la campagne référendaire de la droite pro-monarchiste italienne. Avant de retourner à Washington, Angleton promet que le Saint-Siège continuera de bénéficier d'un soutien financier américain dans la difficile perspective des élections. Et jusqu'à la fin de sa carrière dans le renseignement, Angleton se réservera l'exclusivité des relations avec le Vatican. Ce qui est très intéressant dans ces retrouvailles avec Philby, c'est que c'est Angleton qui les a provoquées. Expliquez-moi ça. Comment... Chargé des relations avec les services de renseignements alliés, il lui fallait un interlocuteur dans chacun de ces organismes. Le plus important d'entre eux était bien sûr l'Intelligence Service, car la Grande-Bretagne, mais ne l'est-elle pas toujours, était en quelque sorte le bastion avancé des États-Unis en Europe. Et Angleton a proposé que son correspondant britannique soit justement Philby, l'homme qui avait été autrefois son mentor. Philby, qui n'était pas encore soupçonné d'être un agent double. Bien entendu que non. Et pourtant, juste après la guerre, il a failli être pincé. Vous vous en souvenez de l'affaire Volkov ? C'est un diplomate qui était un officier du KGB, c'est ça ? Oui, un type qui voulait faire défection à Ankara, où il était en poste. Ouais, d'accord, ouais. Il connaissait presque certainement l'identité des 5 de Cambridge, comme on les a appelés. Ouais, les 5 magnifiques. Et parmi ces 5 agents doubles, il y avait Philby. Mais heureusement pour lui, à Londres, Philby a été le premier à apprendre que ce Volkov voulait passer à l'ouest. Il est intervenu à temps et Volkov a été rapidement rapatrié à Moscou et liquidé par ses collègues du KGB. Mais l'intervention de Philby, c'est-à-dire le fait qu'il ait communiqué aux soviétiques la nouvelle que ce Volkov allait faire défection, n'a pas été découverte, n'a pas filtré ? Non, mais il n'empêche que certains de ses collègues l'ont un temps soupçonné. Mais en tout cas, à l'époque où Angleton demande à ce que Philby soit son interlocuteur britannique, l'agent double est rentré en grâce. Et étant donné sa brillante carrière et ses capacités intellectuelles, on parle de lui comme d'un futur patron du contre-espionnage britannique. Donc, à Londres, on accède facilement à la demande de la CIA et Philby devient officier de liaison de l'Intelligence Service à Washington. Joli succès pour ces employeurs soviétiques. Très joli, oui, car désormais, la CIA n'aura plus beaucoup de secrets pour le KGB. Mais le fait que ce soit Angleton qui ait proposé le choix de Philby, c'est troublant, non ? Parce que, pour revenir à ce que nous disions précédemment, ça pourrait indiquer que l'Américain était peut-être lui aussi une taupe. Oui, je sais, d'autant plus que, d'après ce que j'ai appris, Angleton a lourdement insisté pour que Philby vienne à Washington. Alors oui, avec le recul, on peut nourrir des soupçons, mais encore une fois, je ne crois pas. Angleton a choisi Philby parce qu'il avait une immense admiration pour lui. Et tenez, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Angleton a sans doute été plus utile aux soviétiques en n'étant pas une taupe. Ah là, il faut me donner des explications. Grâce à Philby, ils étaient bien renseignés sur le bonhomme. Et ils savaient que la paranoïa naturelle de l'individu, paranoïa certainement entretenue par Philby, au moins au début, allait les servir et miner les services américains. Surtout si on lui mettait dans les pattes un transfuge plus vrai que nature. Enfin, n'allons pas trop vite. Vous entendez encore ménager vos effets, là. Pas du tout, non. Mais enfin, j'essaie simplement de donner une cohérence à ce récit. Je vous remercie. Pas d'ironie, je vous en prie. Et puisque vous insistez, je vais quand même vous donner une piste. Philby était décidément très fort. On dirait que vous l'admirez. L'homme, pas forcément, mais le technicien et le virtuose, assurément. Philby, qui connaissait bien son Angleton, lui a mis dans la tête l'idée que nombre de services occidentaux étaient infiltrés par le KGB. Alors qu'il était lui-même
l'un des principaux agents de cette infiltration, mais au fond, c'était pas dangereux, enfin pour lui, je veux dire. Dans ce genre de jeu, il y a toujours une part de risque, mais Philby était sûr de son coup, car, je me répète, il avait la certitude d'avoir compris quelle était la vraie personnalité de James Angleton. Et le fait de lui révéler que des taupes existaient dans le sein des saints, ça ne pouvait qu'exciter le caractère déjà soupçonneux de l'Américain. Je veux bien le croire, mais enfin, il fallait aussi lui donner des preuves. Il ne manquait pas, pour la bonne et simple raison que Philby était mieux placé que quiconque pour les détenir, puisqu'il était à l'origine de ces trahisons. Ainsi, il a attiré l'attention d'Angleton sur un certain nombre d'échecs que les services occidentaux avaient subis dans la deuxième moitié des années 40. Par exemple, Les anglo-saxons essentiellement, mais nous avons aussi participé, nous Français, avaient songé à créer des maquis derrière le rideau de fer. Des hommes, et parfois certains étaient d'anciens collaborateurs des nazis, ont donc été envoyés dans les pays de l'Est. Mais dans la plupart des cas, ils ont été arrêtés à peine arrivés au parachuté. Je vous laisse imaginer quel a été leur sort. Oui. Et c'était Philby qui les avait trahis? Généralement, oui. Philby et ses amis de Cambridge. Par conséquent, alors, en révélant à Angleton qu'il avait eu trahison, il attisait les soupçons américains, c'est ça. Et il lui mettait dans la tête l'idée que les services occidentaux étaient truffés de taupes. Oui, avouez que c'était particulièrement machiavélique. Mais nous allons en reparler, je vous le promets. Les rapports entre Angleton à cette époque-là et Philby ne sont donc plus les mêmes. Autrefois, Angleton était l'élève et Philby le professeur, mais maintenant, ils sont sur un pied d'égalité. C'est juste. Et là encore, Angleton a dû goûter le sel de la situation, car il avait un ego surdimensionné, comme on dit aujourd'hui. Ça devait être assez jouissif pour lui de faire découvrir à Philby comment fonctionnait la jeune CIA et quels en étaient les rouages les plus secrets. Ouais, ce qui arrangeait bien Philby. Bien entendu. Était-ce, pour Angleton, une sorte de revanche? Il y avait certainement un peu de cela, même si Angleton ne se départissait pas de son admiration pour Philby, l'homme qui lui avait tout appris. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, les deux hommes sont devenus une paire d'amis et qu'il n'existait plus entre eux de rapport de subordination. Ils avaient codifié leur rapport. Chaque semaine, ils déjeunaient ensemble, toujours dans le même restaurant chic de Washington, et ils se recevaient fréquemment en compagnie de leurs épouses. Ouais. Mais du côté de Philby, j'imagine que cette amitié était factice. Allez savoir, avec ce diable d'homme. C'est vrai que Philby se servait de l'Américain et qu'il le dominait intellectuellement. Et qu'il le manipulait. Oui, mais ça n'empêche pas forcément les sentiments. Bon. Puis après tout, peut-être que Philby prenait du plaisir à partager son déjeuner une fois par semaine avec James Angleton. Vous savez, on rencontre de curieux couples dans le monde du renseignement. Et celui-là en était un exemple particulièrement extraordinaire. J'ajoute que l'époque n'était pas non plus ordinaire. Oui, la guerre froide. Et la guerre de Corée. Et aux États-Unis, c'était le macartisme. On pourchassait les communistes ou tous ceux qui pouvaient avoir des sympathies vraies ou supposées pour le communisme. Là, Angleton devait se trouver dans son élément. Eh bien, détrompez-vous. Et ça va vous permettre de mieux comprendre l'esprit tortueux d'Angleton. Il a soupçonné le sénateur McCarthy d'être un agent soviétique. Oh, sérieusement? Bien sûr. Angleton n'était pas du genre à plaisanter. Pourquoi alors? Parce qu'il n'y avait pas plus anticommuniste que McCarthy. Là, je suis d'accord avec vous, mais Angleton, lui, considérait que l'acharnement du sénateur était suspect, car sa campagne anticommuniste produisait l'effet inverse de ce qu'il recherchait, en dévalorisant l'image de l'Amérique et en provoquant l'hostilité de l'opinion mondiale contre les États-Unis. Une animosité orchestrée par Moscou. Oui, ce qui n'était pas tout à fait faux, ça. C'est évident, les soviétiques faisaient flèche de tout bois, et la chasse aux sorcières menée par McCarthy leur offrait un excellent argument de propagande anti-américaine. Oui, d'autant que ça leur permettait de faire oublier ce qui se passait en même temps en URSS. Alors, pour Angleton, il n'y avait pas de doute. McCarthy était en réalité un agent soviétique. Ouais. Pardonnez-moi, mais enfin, il me semble que ce James Angleton avait un sérieux grain. À vous aussi? Bon, alors, le génie diabolique de Philby a consisté à découvrir cette fêlure chez Angleton et à tout faire pour l'agrandir. Quels étaient les rapports réels qu'entretenaient James Angleton et Kim Philby? Une partie du mystère demeure. Toutefois, la taupe soviétique a levé un coin du voile dans un livre de mémoires publié à Moscou après sa fuite à l'Est, avec la bénédiction du KGB, bien sûr. En voici un extrait. Nos rapports s'inspiraient, j'en suis sûr, d'une amitié réelle. Et cependant, nous avions, l'un et l'autre, des visées plus longues. Il ne prenait tant de soin de moi que pour me garder sous cloche. Et j'étais, quant à moi, satisfait de lui tenir le bec dans l'eau. Plus la confiance régnait entre nous, moins il risquait de soupçonner quelque action en sous-main. Lequel d'entre nous gagnait le plus à ce jeu complexe? Je ne saurais le dire, mais j'avais un gros avantage. Si je savais ce qu'il faisait à la CIA, et lui
ce que je faisais pour l'intelligence service. En revanche, il ignorait à quoi je m'intéressais réellement. Et l'historien Anthony K. Brown, auteur d'une biographie de Philby parue en France chez Pygmalion, note, en citant un fonctionnaire de la CIA, « Leurs entretiens se déroulaient toujours en tête-à-tête et ils n'en laissaient rien transpirer. » Et Brown ajoutait, « Nul n'a jamais su, depuis, ce qu'ils se disaient. On sait seulement que l'Américain rédigeait chaque fois, pour la bonne forme, un mémorandum, mais aucun de ces documents, il y en avait 32, n'a survécu. Quand vint le moment d'enquêter sur les activités d'Angleton, tous avaient disparu. » Malgré ce grain de folie que vous avez vous-même évoqué, James Angleton était peu à peu devenu un acteur essentiel de la CIA. Très vite, vers 1954, je crois, il a accédé à un poste clé, la direction du service de contre-espionnage de l'agence, un poste qu'il va occuper 20 ans durant. C'est donc à lui qu'il revenait de dénicher les traîtres et aussi de sonder les transfuges. Oui, afin de déterminer si c'était de vrais ou de faux transfuges. Oui, des transfuges sincères ou des agents passés dans l'autre camp à seule fin de l'intoxiquer. Et c'est un travail très délicat qui demande à la fois d'éminentes qualités psychologiques et de la méthodologie. Autant nous le dire tout de suite, c'était la partie qui passionnait Angleton. Oui, le jeu du chat avec la souris. Oui, c'est à peu près ça. Mais nous y reviendrons car Angleton va s'y brûler les doigts et se faire prendre à son propre jeu. Mais auparavant, je voudrais vous parler d'un homme qui va jouer un grand rôle dans cette histoire et dans la vie de James Angleton. C'est un Français, Philippe Thiraud de Vaujoli, comme il aimait se faire appeler. Parce que le Vaujoli, là, vous paraît un peu superflu ? Je pense, oui, mais enfin, peu importe. Ouais, d'accord. Qui était-ce ? Un agent du SDEC, notre service de renseignement. Thiraud de Vaujoli avait été envoyé à Washington au début des années 50. Il s'agissait d'y créer une antenne du SDEC. Les Américains n'étaient pas ravis. Autant ils n'hésitaient pas à espionner leurs partenaires, et dans la France de l'après-guerre, ils ont été particulièrement présents, autant ils répugnaient à voir des agents étrangers, même appartenant à un service allié, s'installer chez eux. Sauf les Britanniques. Bien entendu. Enfin, il y a eu des discussions au plus haut niveau, et Thiraud de Vaujoli a eu le feu vert pour s'installer aux États-Unis. Et naturellement, Angleton, chargé des relations avec les services alliés, a pris contact avec lui. C'était d'autant plus facile qu'à l'époque, dans les services, on était très adventiste. Ça changera un peu avec le retour du général de Gaulle aux affaires. Oui, et la guerre d'Algérie, car le SDEC suspectera la CIA d'aider les rebelles algériens. Mais là, nous nous éloignons. Donc, Thiraud de Vaujoli, lui, était très pro-américain. Angleton l'a compris très vite. Et il a décidé de mettre l'agent français dans son jeu. C'est-à-dire de le recruter, vous voulez dire ? Ça y ressemblait, en effet. En fait, l'objectif des Américains, c'était de faire du SDEC une sorte de succursale de la CIA. Et Thiraud de Vaujoli a été l'un des pions essentiels de cette tentative. Mais cette tentative a réussi ? En partie, oui. Sous la 4e République, nous n'avions pas grand-chose à refuser aux agents de la CIA. Les Américains nous rendaient bien en subsides divers et même en nous fournissant des armes et du matériel un peu plus sophistiqué que celui dont nous disposions. Mais vous l'avez dit vous-même, tout changera avec l'arrivée du général de Gaulle. En tout cas, pour revenir à Thiraud de Vaujoli, il est évident qu'il est devenu un auxiliaire dévoué de James Angleton. C'est-à-dire plus CIA que SDEC. Oui, la suite le démontre, car le Français jouera le jeu d'Angleton lorsqu'il s'agira de déstabiliser notre service de renseignement. Et ceci me ramène donc à Philby et au travail de sape qu'il préparait. Alors, si vous voulez bien, voyons ça de plus près. Oui, alors, travail de sape... Oui, c'est la vérité. Et ça marchera. Philby était utile de plusieurs manières à ses patrons du KGB. Grâce aux relations très étroites qu'il entretenait avec Angleton, les Soviétiques disposaient donc de très bonnes informations sur la CIA. Ils pouvaient surtout prévenir d'éventuelles arrestations de leurs agents infiltrés à l'Ouest. Car Philby était l'un des premiers à être informé des soupçons qui pesaient sur tel ou tel. C'est ainsi qu'il permettra à 2 de ses amis de Cambridge de fuir à temps. Il interviendra aussi efficacement dans l'affaire Venona. Ça, c'était les messages codés de Moscou. Oui, une masse de communication radio qui avait été enregistrée par les Américains, mais qui n'avait jamais pu être décodée. Toutefois, un spécialiste s'était mis en tête d'arriver à casser ce code. S'il y parvenait, c'était tout un pan du réseau soviétique implanté aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada qui risquait d'être découvert. Philby, toujours grâce à son amitié avec Angleton, s'est tenu régulièrement informé de l'avancée des travaux de ce spécialiste. Et il a prévenu Moscou ? Évidemment, ça a permis à de nombreuses taupes de passer à travers les mailles du filet, même si d'autres seront sacrifiés pour mieux dissimuler celle-là. Vous pensez au Rosenberg, par En exemple ? particulier, mais je continue. Si les 2 premiers objectifs de Philby, l'information sur la CIA
et la protection des taupes soviétiques était très importante, le troisième ne l'était encore plus. C'était un travail de longue haleine que le Britannique n'avait pu entreprendre qu'en raison du caractère si spécial de James Angleton. Oui, son caractère excessivement soupçonneux. Oui, son obsession quasi maladive. Alors, dans un premier temps, Philby, de façon très cynique, a encouragé cette hantise. En lui faisant croire qu'il y avait des taupes partout. Oui, je vous ai expliqué comment, je n'y reviendrai pas, mais il a fait encore plus fort. Il a convaincu Angleton qu'il existait à la CIA, à un niveau supérieur, un agent double dont la présence expliquait la plupart des déboires de l'agence. La grosse taupe, comme disait Angleton. Une grosse taupe qu'il va désormais pourchasser jusqu'à la fin de sa carrière. Et sans succès. Naturellement, puisque cette grosse taupe était une invention de Philby et de ses amis soviétiques. Mais Angleton, lui, y croyait dur comme fer, et c'est ce qui comptait. Mais quel est le but réel poursuivi par Philby? Faire en sorte que son ami, disons ami entre guillemets, Angleton consacre tous ses efforts à chasser cette grosse taupe, ce dahu en somme. Et aussi qu'il mette une pagaille noire au sein de la CIA, car cette chasse va faire beaucoup de victimes. Et l'agence va payer très cher cette désorganisation. Enfin, deux faits vont parachever ce travail d'orfèvre. D'abord, la révélation que Philby était en réalité un agent soviétique. Une grosse taupe lui aussi. Ce sont les services britanniques qui ont démasqué Philby. Philby qui a réussi à gagner l'URSS avant d'être arrêté. Pour Angleton, ça a été un coup terrible. Lui, le spécialiste du contre-espionnage, le chasseur de taupes en chef, avait été incapable de deviner que son ami Kim Philby était un espion. Ça a dû le démoraliser, j'imagine. Oui, ça n'a pas arrangé sa folie, effectivement. Il est devenu plus méfiant encore et il s'est vu entouré d'espions. Est-ce que ça a eu des répercussions sur sa carrière? Non. Non, Angleton est demeuré à son poste et il ne sera viré de la CIA qu'en 1974, soit 12 ans après la fuite de Philby. Vous m'avez parlé d'un deuxième fait. Oui. L'arrivée à l'ouest d'un transfuge soviétique, un agent du KGB dénommé Anatoly Golitsyn, à peu près à l'époque où Philby va prendre le chemin de Moscou. C'est pas un hasard, hein? Je ne le pense pas, non. C'est Angleton qui va prendre personnellement en charge Golitsyn. Et le rapprochement entre les deux hommes va être particulièrement dévastateur. Mais j'ai déjà été long et je vous propose d'en parler plus longuement lors de notre prochaine rencontre. En tout cas, pour revenir à ce que je vous disais au début de ces entretiens, le KGB n'aurait pas obtenu de meilleurs résultats s'il avait recruté directement Angleton. Ouais. Au fond, il suffisait de le laisser faire. Oui, le piquant de l'affaire, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens pour penser que la mystérieuse grosse taupe n'était autre que James Angleton lui-même. Philby, Angleton, étrange couple du monde du renseignement, amis puis adversaires implacables. Dans un numéro de Harper's, Ron Rosenbaum analyse ainsi leur rapport et évoque les dégâts causés par l'activisme soupçonneux du chasseur d'espions américain. Carrière brisée, démission de spécialistes compétents, etc. Au beau milieu de ce cocktail corrosif et toujours actif de confusion, de doute et d'ambiguïté, gît le mystérieux compagnonnage de la grande taupe britannique Kim Philby et du grand chasseur de taupes américain James Angleton. Bien que leur duel à mort se soit poursuivi pendant 3 décennies, leur duo n'est pas allé sans comporter certains aspects d'un concubinage monstrueux. La réalité ne différa guère des étreintes mortelles imaginées par John le Carré pour Smiley et Carla. Et le journaliste poursuit plus loin. Selon toute apparence, l'issue paraît acquise de longue date. Voici d'un côté Philby, qui passe en général pour le plus heureux des espions du monde, confortablement installé à Moscou et plus exalté que jamais par sa longue collaboration avec l'ancien patron du KGB, Yuri Andropov. Et voici de l'autre Angleton, l'as du contre-renseignement occidental, l'espion des espions dont la carrière porte une tâche ineffaçable. Son impuissance, confirmée par tous les rapports officiels, à discerner, voire à soupçonner le véritable engagement de Philby, malgré des années de contact avec l'espion du siècle. Enfin, et ça n'a pas de rapport avec ce qui précède, je voudrais vous signaler la parution d'un livre indispensable en ces temps belliqueux. Vivre en guerre raconte l'envers du décor, la réalité de la guerre telle que la vivent les populations civiles, bref, le contraire de cette guerre propre qu'on nous montre à la télévision et dont se gargarisent les commentateurs spécialisés. 8 grands reporters disent leur expérience, racontent les gens. 8 témoignages exceptionnels. Vivre en guerre est publié par les éditions Phébus.